Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois sensible et crucial, la présence de substances toxiques comme le mercure et le plomb dans nos produits du quotidien. Malgré leur interdiction par des conventions internationales, ces substances continuent de menacer silencieusement la santé des populations, en particulier des plus vulnérables. Alors pour en parler, nous sommes en compagnie de Dominique Bailly-Pocro, directeur exécutif du Centre africain pour la santé environnementale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces substances, comme on a dit en introduction, comme le mercure et le plomb, continuent de se retrouver dans nos produits du quotidien, malgré les interdictions? Merci beaucoup pour la question. Il faut dire que les produits chimiques tels que le mercure, le plomb sont utilisés notamment à cause de leurs propriétés, physico-chimiques, mais aussi leurs propriétés techniques. Prenons le cas du mercure, par exemple. C'est un agent qui a un fort coefficient de dilatation. Il est aussi utilisé pour permettre la miscibilité de certaines substances et stabiliser certains produits. Et il permet en même temps aussi de pouvoir conserver, donc c'est un bon conservateur, mais aussi un agent, éclaircissant. Voilà. Pour ce qui est du plomb, par exemple, il est utilisé aussi pour ses propriétés physico-chimiques, notamment ses propriétés en qualité de cicatif, agent séchant, mais agent brillant pour les peintures, et aussi agent, un agent ligand. Donc, lorsque nous avons du plomb, par exemple, dans la peinture, du plomb dans la peinture, c'est une peinture qui va sécher vite, notamment dans les peintures décoratives à huile. C'est une peinture qui sèche vite. C'est une peinture qui a un aspect beaucoup plus reluisant, plus brillant, et c'est beaucoup plus attractif. Donc, c'est dans le cadre de ces propriétés que les industriels continuent d'utiliser, par exemple, le plomb dans la peinture. Pour ce qui est du mercure, il est reconnu aussi comme un agent éclaircissant, bon marché. Il est rapide, et je parlais de son coefficient de dilatation, par exemple, qui permet donc de le manipuler facilement à température ambiante. Donc, il se retrouve dans les lampes, il se retrouve dans les lampes d'éclairage, par exemple, il se retrouve aussi dans les thermomètres que vous avez connus par le passé, les tensiomètres, et même dans les amalgames dentaires que nous portions par le passé au niveau de nos soins d'obturation dentaire. Voilà. Donc, d'accord. Alors, quels sont les produits les plus concernés? Aujourd'hui, pour ce qui est du mercure, les produits les plus concernés sont essentiellement les amalgames dentaires, les produits cosmétiques et aussi encore quelques lampes d'éclairage et les piles, notamment les piles boutons, les piles donc, de nos montres, de nos calculatrices et aussi les batteries, les piles alcalines qu'on retrouve. Des efforts sont faits pour pouvoir réduire les concentrations et nous allons peut-être en parler tout à l'heure, mais il faut dire que nous avons encore de fortes concentrations des produits contenant de fortes concentrations de mercure et de plomb sur nos marchés. Pour ce qui est du plomb, par exemple, c'est plus les peintures aujourd'hui qui posent problème. Les peintures, je disais décoratives, donc les peintures à huile, qui posent problème. Il y a des entreprises qui ont fait des efforts, mais nous retrouvons encore plus de 60% de nos peintures vendues sur le marché, des peintures décoratives bien sûr, qui contiennent de fortes concentrations de plomb. Très bien. Alors, quels sont les effets concrets de ces substances-là sur la santé humaine, notamment celle des enfants ou des femmes enceintes qui sont les plus vulnérables? Il faut dire que je vais prendre produit par produit pour faire simple. D'accord. Prenons le cas du mercure, par exemple. Comme du plomb, les deux appartiennent à la famille des métaux lourds en chimie. Donc, ce sont des éléments qui sont reconnus pour être neurotoxiques, qui sont aussi toxiques pour le cerveau parce qu'ils réduisent l'activité neuronale. Une fois aussi qu'ils passent dans le sang, ce sont des substances, des toxiques, comme on l'appelle, les toxiques thioloprives qui attaquent le groupement sulfhydryl, donc des acides aminés essentiels, notamment la cystéine et la cystine. Donc, empêchant donc l'absorption de ces acides aminés. Une fois que donc ces produits-là et ces acides aminés entrent dans la composition, sinon dans le fonctionnement même de certains organes nobles, notamment le foie et aussi les organes reproducteurs et même les reins. À la fin donc, le mercure qui est entré dans l'organisme devient donc toxique pour le foie parce qu'il va nuire aux cellules hépatiques. Il va aussi attaquer les cellules des reins, donc par de néphrotoxicité, parce qu'il va empêcher la filtration de se faire puisque nous n'avons plus de néphrons disponibles. Et au niveau des organes reproducteurs, donc il va empêcher donc soit le mouvement des gamètes chez l'homme ou il va même empêcher l'ovulation chez la femme. Enfin, donc c'est des toxiques pour la reproduction. Mais à côté de cela, ils ont le potentiel, donc le mercure, tout comme le plomb, ont le potentiel de pouvoir s'accumuler dans les graisses. Ce qui fait qu'à la fin, donc lorsque
tant que nous prenons du poids, nous ne sentirons pas les effets, mais à partir d'un certain âge, vous savez que l'homme commence à perdre du poids et à la fin, donc ces particules sont libérées dans l'organisme à de très fortes concentrations, donc ils vont soit s'attaquer au cerveau, s'attaquer aux autres organes nobles, ce qui fait que, et même aussi modifier le cycle hormonal. Donc on a des effets de perturbateurs endocriniens que nous observons déjà et aussi des effets, je dirais, anémiques que nous observons. Donc les patients fortement anémiés, aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement que le mercure est responsable aussi de causes d'anémie. Pareil pour le plomb aussi. Voilà. Très bien. Alors, on va parler de l'impact environnemental de ces substances. Qu'est-ce qui se passe quand ces substances-là se retrouvent dans l'air, dans l'eau ou dans les sols? Merci beaucoup. Alors, lorsque le mercure se retrouve dans l'air, il va se déposer. Nous pouvons l'inhaler, donc par inhalation, il va donc s'attaquer au cerveau. Donc ça, on va parler, c'est beaucoup plus quand c'est les peintures, c'est voilà. ça? Mais non, même ça c'est plus le mercure. Le plomb, on va revenir. Ok. Le mercure, lorsqu'il est mis dans l'air, parce que nous allons tous l'inhaler, il va se déposer donc sur les sols, contaminer les sols, aller dans les eaux, contaminer les eaux. Mais une fois dans les eaux, sous l'action des bactéries, donc anaérobie, en absence d'oxygène et en absence de lumière, donc le mercure va connaître une transformation en sa forme organique qu'on appelle méthylmercure. Et le méthylmercure est capable de s'accumuler dans les chaînes trophiques. Donc la chaîne alimentaire a commencé depuis les algues, les petits poissons, les grands poissons, et au final, le consommateur effectif, c'est l'homme. Alors l'homme qui va ingérer donc des poissons fortement contaminés au méthylmercure va donc transmettre ce méthylmercure-là, va être aussi affecté par le méthylmercure. Notamment les femmes enceintes qui, une fois ingèrent donc du poisson contaminé au méthylmercure, vont voir ce méthylmercure être transmis à leur bébé parce que passant la barrière placentaire. Donc nous avons donc l'élément chimique qui lui-même est toxique, mais sa forme moléculaire est sa forme organique est la forme donc la plus toxique et elle passe beaucoup plus vite, elle est plus facilement absorbée par l'intestin. Le méthylmercure donc va se retrouver aussi bien chez l'enfant, le fœtus en développement, et donc créer des problèmes à ce fœtus-là parce que l'enfant va naître avec soit des maladies neurodégénératives, une baisse de quotient intellectuel, et ainsi de suite. Pareil pour le plomb, qui lui se retrouve aussi dans l'environnement. Il émane des peintures. Le mercure peut émaner de quel type de produit? Le mercure peut émaner, par exemple, des ampoules que nous cassons. D'accord. Du mercure qui est émis sur les sites d'orpaillage clandestins, illégaux, parce qu'ils utilisent du mercure pour amalgamer l'or, donc je dirais pour capturer l'or, en griffe. Et ce mercure-là, donc, lorsque l'amalgame d'or et de mercure est brûlé, il est émis dans l'atmosphère et nous tous, nous inhalons ce mercure. Il peut aussi provenir des activités de déboisement, de toute activité extractive, donc les excavations, lorsque nous creusons les sols, parce que le mercure est naturellement dans le sol. Okay. Donc lorsque nous déboisons, lorsque nous brûlons, nous sommes en train d'émettre du mercure, mais c'est de faible concentration. Par contre, sur les sites d'orpaillage clandestins illégaux, donc, nous avons et informels, il y a donc cette utilisation du mercure qui est en des concentrations beaucoup plus importantes et qui expose les habitants des zones de brûlage de ce mercure, mais en même temps aussi nous tous qui sommes cotés. Pourquoi? Parce que le mercure, il peut se déplacer facilement dans l'air. Donc le mercure qui est émis sur un site d'orpaillage quelque part derrière Korogo ou derrière, je dirais, Bondoukou, ce mercure peut se retrouver, être déplacé par les nuages, et donc il va redescendre au niveau d'Abidjan avec la pluie. Et nous avons aussi de fortes pluies, c'est un acidifiant des pluies. Donc nous avons des pluies acides que nous allons recevoir, qui sont dommageables pour la peau parce que posent un cancer de peau, ou même aussi qui vont donc se retrouver aussi dans les eaux pour pouvoir entraîner encore la méthylation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et même ces pluies acides aussi s'attaquent aussi aux plantes, parce que ça entraîne la jaunisse des plantes, donc le processus de photosynthèse va s'arrêter, la plante ne peut plus respirer, elle ne peut plus produire elle ne peut plus absorber son CO2 et nous donner de l'oxygène. Donc il y a tous ces paramètres que nous devons regarder. Et à côté de cela, vous savez aussi, les pluies acides s'attaquent aussi à toutes nos toitures, donc ça fait que les toitures aussi vont être perforées, voilà, on regarde tout ça. Voilà. D'accord. Et pour ce qui est du plomb, donc je revenais, il faut dire que le plomb,
tant que la peinture est intacte, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où, avec l'humidité, la peinture commence à se détériorer, vous voyez que les enfants commencent à jouer, à retirer les peintures. Et ça forme des chips. L'inconvénient, c'est que les chips, les peintures au plomb, à cause du plomb, justement, elles ont un goût sucré. Donc, les enfants, en commençant à retirer les peintures, portant la main à la bouche, vont donc goûter ces peintures plomb. Et vu que c'est sucré, les enfants prennent le temps même d'en consommer, d'en ingérer. Ce plomb qui est donc ingéré va aussi se déposer dans l'organisme. À la longue, il va attaquer le cerveau parce qu'il est aussi un neurotoxique. Et il peut même rentrer en compétition avec le calcium des os. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même valence. Donc, il va se substituer au calcium des os et entraîner donc une fragilité osseuse qu'on appelle saturnisme. Et cela aussi peut être observé. Donc, on parle du saturnisme infantile aujourd'hui, comme le saturnisme adulte. Donc, c'est une intoxication au plomb. Alors, quel est le rôle du CAS dans cette lutte contre les produits toxiques? Parce que je pense vraiment, avec tout ce que vous dites, il faut vraiment lutter contre ça. Oui, CAS est une organisation non gouvernementale qui, depuis sa création, a décidé de faire de la lutte contre les produits chimiques dangereux son cheval de bataille. Pour ce faire, CAS participe au niveau travail aussi bien au plan local, au plan régional, mais aussi au niveau international. Au niveau national, nous avons pris sur nous de contribuer à la génération de données. Donc, en échantillonnant des peintures pour en mesurer la teneur plomb. En échantillonnant du sol, prenant des échantillons de sol, de sédiments, de boue, pour pouvoir en évaluer la concentration en mercure. En faisant des tests au niveau des poissons, pour voir un peu le niveau de contamination de ces poissons en métaux lourds. En prélevant des échantillons de cheveux chez des femmes en âge de procréer, pour voir un peu le niveau d'exposition de ces dernières. CAS donc a aussi échantillonné des produits cosmétiques éclaircissants, notamment des crèmes, mais aussi des rouges à lèvres, pour pouvoir mesurer les teneurs en mercure et autres contaminants. Et il y en a dans tout ça, dans tous ces Nous en avons trouvé. D'accord. Dans les crèmes éclaircissantes, nous avons trouvé certaines crèmes importées qui contenaient de fortes concentrations de mercure. À côté de cela, nous avons trouvé d'autres produits chimiques dangereux. Nous avons trouvé du plomb. Nous avons même retrouvé de l'arsenic dans des crèmes éclaircissantes vendues sur le marché ivoirien. Et même dans les rouges à lèvres, excusez-moi, nous en avons trouvé. Ce qui fait qu'il nous fallait quand même tirer sur la sonnette d'alarme. Donc, nous avons pris sur nous d'informer l'autorité pour que des mesures soient prises. L'objectif pour nous n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. Non, nous voulons quand même apporter ces informations-là pour pouvoir donc aider à la prise de décision. Bien sûr. Donc, pour participer à cette prise de décision, nous travaillons aussi au niveau international où nous contribuons aux négociations des accords environnementaux multilatéraux, notamment la convention de Minamata sur laquelle nous avons travaillé et le cadre global sur les produits chimiques où nous travaillons pour pouvoir amener nos États à trouver des solutions concertées, des solutions consensuelles qui permettent de résoudre de manière holistique la question de la dangerosité des produits chimiques. Et cela se fait donc via les négociations, mais aussi via les actions, je dirais, les campagnes de mesure. Maintenant, je dirais au niveau local, nous travaillons aussi avec les communautés pour non seulement les informer, mais aussi les éduquer à pouvoir aller vers un changement de paradigme. On aime nos femmes quand elles sont belles, on aime qu'elles utilisent des produits cosmétiques pour avoir un teint brillant. Mais si ce produit peut lui être dommageable, mais nous n'allons pas le conseiller. Donc nous aussi, nous donnons des conseils dans le cadre de la cosmétologie, par exemple, pour aider toujours nos femmes, nos mamans à être toujours belles, mais avec des produits beaucoup plus sains. Nous aidons nos artisans miniers à travailler à travers des méthodes de production d'or sans mercure pour qu'ils puissent non seulement gagner de l'or, mais aussi, et donc gagner de l'argent, mais tout en ne nuisant pas aussi bien à leur santé qu'à l'environnement. Nous travaillons avec les industriels qui le veulent bien à la reformulation de leur peinture pour que ces derniers puissent arriver à produire des peintures sans plomb. Voilà. Donc, c'est des actions que le CAS mène au niveau local. Et puis, nous travaillons aussi avec le gouvernement au développement donc, de la réglementation et des autres outils pour permettre aux régulateurs de pouvoir être confortables dans l'adresse des problèmes posés par les produits chimiques dangereux. Ok. C'est la fin de la première partie de ce C'est-à-dire. Nous nous retrouvons dans un instant.